Salut les Marx et les Smart, salut le peuple de Catch Up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team Catch Up vont passer au crible tous les shows catchesques majeurs, c'est-à-dire en gros tous les shows de la WWE, puisque le reste c'est de la daube. On est bien d'accord. Et donc, pour cette review de ce SmackDown, puisque voilà, vous êtes là pour un SmackDown, eh bien je suis Papy. Bonjour les petits enfants. Mais je ne suis pas seul, parce que je suis accompagné de Letty. Bonjour Letty, comment ça va? Salut papy, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Contente de te Ah, retrouver depuis tout ce temps. bah oui, bah voilà, je fais ma tournée des retours, là j'enchaîne, j'ai eu Raph, j'ai eu Ring, et puis maintenant c'est toi. Voilà, j'enchaîne les héros smackdaniens pour reprendre la reprise des reviews. Bon, alors là c'est pas une review n'importe laquelle, là c'est du go home show. Est-ce que tu es prête pour go homer? Eh bien, allons-y, partons pour Nashville. Partons pour Nashville, Tennessee. Il y a des musiciens à nous donner, disait Dorothée à l'époque, je me souviens bien. Eh bien, Nashville, Tennessee, et c'était le SmackDown numéro 1311. Nous étions dans la Bridgestone Arena, où un certain nombre de téléspectateurs étaient là, mais je ne l'ai pas. Et ben voilà, c'était bien la peine de me lancer là-dessus. Mais bon, qu'est-ce qu'il y avait dans ce SmackDown? Il y avait d'abord une petite mise en scène. Nous annonçons le main event, puisque le main event qui nous avait déjà été annoncé la semaine dernière va opposer trois équipes. Nous avons la Bloodline, nous avons DIY, nous avons les Street Profits. L'ensemble va se battre dans un ladder match pour les titres tag team du show bleu. Alors je crois que ça s'appelle les WWE Tag Team, je crois de mémoire. Bref. Et puis hop, directement, on va dans le ring. Et là, grosse surprise, il est là, il est de retour. Hardy est de retour. Et oui, et non pas Jeff, non pas comment il s'appelle l'autre Hardy, son frère. Matt. Matt, merci. Oula, ça fait vraiment trop vieux. C'est le troisième dont on n'a pas le prénom, mais qui est tout gros. Hein. On voit bien qu'il est comme son frère. Il aime picoler, il aime pas trop faire de catch. Et il est là pour nous accueillir, Matt, pour nous, Hardy plutôt, pour nous dire qu'il est tout heureux d'accueillir SmackDown, et puis qui est surtout heureux d'accueillir un catcheur qui revient. C'est le phénoménal Arm, voilà, donc le bras phénoménal, hein, a priori, c'est son nouveau surnom, hein, c'est Hardy qui l'a dit. Et puis, c'est bien sûr AJ Styles, le phénoménal One, qui est là et qui revient sous les vivas de la foule. La foule est en délire. AJ Styles arrive et nous fait une belle promo face tournée vers l'avenir, puisqu'il dit que bah voilà, il a connu dans le passé quelques bisbilles, notamment avec Cody Rhodes, il me semble, et que maintenant il est décidé de tourner vers l'avenir, surtout que bah voilà, c'est pas n'importe où, c'est SmackDown, c'est la maison qui l'a construit, le brave AJ. Mais voilà, il est comme moi, AJ, il est de retour, puis quand tu es de retour, bah, il y a des choses qui se sont passées depuis, et bah depuis, que s'est-il passé? Carmelo Hayes, et ben lui, il est un peu maintenant chez lui, quoi. Et donc du coup, il débarque, et puis bah, il raconte sa life en disant j'ai battu ci, j'ai battu ça, j'ai fait un 3-3 contre Andrade, et puis voilà, je suis un vrai patron, quoi, maintenant. Alors, personne ne voulait te souhaiter la bienvenue, Jay Styles, tu vois, t'es tout seul dans le ring comme un poste nul, à part Hardy, là, qu'on connaît pas. Mais moi, je suis là en tant que nouveau patron finalement un peu du roster. Donc AJ est un peu interloqué ce message de bienvenue, mais néanmoins en fait, il va profiter du coup pour lancer une promo sur laquelle en fait il va défendre LA Knight, voilà, en disant oula, attends mon gars, j'ai un peu suivi ce qui se passait là quand j'étais chez moi. A priori, t'as cherché LA Knight. Moi, pour l'avoir fait par le passé, c'est pas le bon plan. Tu vas te faire péter la gueule. Il va même aller chez toi. Ça va être une horreur. Donc, du coup, Carmelo lui demande de se battre. Pourquoi, enfin bref, il embrouille un peu. Et Jessa lui dit, bah voilà, tu te la ramènes, mais t'es même pas champion US, c'était une grosse tâche. Et Carmelo lui dit, ouais, mais toi t'es pas champion de WWE. Bref, du coup, il chauffe. Là-dessus, que dit AJ Styles? Il dit, bah voilà, on se chauffe, c'est sympa, hein, on n'est pas là ici pour faire un atelier débat, on est plutôt là pour faire du catch. Et donc on est deux, il y a un ring, il y a des cordes, il y a un public magnifique à Nashville, Tennessee, ouais. Et puis, bah, baston quoi, vas-y, on se bat. Et Carmelo fait, non, non, pas baston, moi je joue pour lui. Là-dessus, qui débarque? On en a parlé tout à l'heure, c'est les Knights. Bah oui, forcément, on dit son nom, il débarque. Il nous fait une promo
moi j'ai pas tout compris. Alors peut-être que tu m'expliqueras après Letty ce qu'il a raconté. Mais en gros, il a dit gna 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 et Carmelo, si tu bats Jay Styles, et bah t'auras un title shot. Ok, bon bah super. Et donc du coup, Carmelo accepte et on aura un opener AJ Styles contre Carmelo Ace. Je vais aller tout de suite au match parce qu'il va pas durer de super longtemps. Il va durer combien de temps ce match? 8, 47 quand même, mais il y a eu beaucoup de pubs. Voilà, on va dire les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la pub, AJ Styles se blesse à la cheville. Ce qui fait qu'au retour de pub, bah, il boitille dans tous les sens. Et au final, l'arbitre est obligé de l'arrêter bah, parce qu'il n'est plus en état de combattre. Et Carmelo Hayes est déclaré vainqueur tout de suite pour se prendre un BFT d'LA Knight puisque bah, il assistait à côté du ring à ce match et du coup il en a profité pour lui mettre un coup juste après la fin du match qui se termine un peu en queue de poisson. Bah voilà, Letty, un opener qui se tourne autour du retour des GTL et du titre US. Qu'en as-tu pensé? Ben, écoute, j'ai trouvé que c'était pas si mal de remettre un peu en avant le titre d'AJ Styles, de LA Knight, pardon. Ça fait quand même un petit moment, voilà, que ça tourne un peu autour de Carmelo Hayes. On sort un petit peu en plus de toute l'histoire d'Andrade et tout ça, donc ça fait un peu, ça change. AJ Styles, le retour, bah écoute, moi j'aime bien. C'était plutôt pas mal. S'il s'oriente en plus un petit peu sur quelque chose d'autre, ça peut être pas mal pour lui. Je t'avoue que j'ai pas tout compris non plus. La petite promo d'LA Knight, c'était un petit peu confus. Alors pourquoi est-ce que Carmelo aurait droit à un match pour le titre et pas Styles en cas de victoire? J'ai pas compris. Mais bon, voilà, ça on verra plus tard. Le match en lui-même, bon bah était plutôt pas mal. Après bon bah voilà, la blessure de Styles qui pose beaucoup de questions parce que je me dis que si c'est kayfabe, ça peut être voilà, quelque chose de pas mal pour un retour peut-être rapidement pendant le match de championnat contre LA Knight. Mhm. Si c'est legit, bon bah c'est pas de chance et bon voilà, c'est bête pour Styles de revenir pour 4 minutes dans le ring. À Ouais, voir. moi j'ai du mal à croire que ce soit legit. Quand on voit comment le reste du show est timé, on va dire que cette blessure arrange bien à la fois le timing du show et à la fois le booking général. Donc je pense que c'était prévu et que certainement ils ont voulu un peu combiner le retour des AJ Styles avec d'autres storylines pour essayer de faire un tout en un. Ouais, donc j'ai pas compris ce que racontait les Knights, hein, mais de toute façon je pense pas que c'était forcément intéressant. De toute façon, le public ne réagit que quand il fait son yeah. Que d'ailleurs AJ Styles a repris hein, dans sa promo avec plutôt de réussite. Sinon le match avait l'air pas mal, hein, mais bah voilà, on va dire qu'il était tourné pour lancer d'autres histoires et non pas pour se suffire à lui-même. Oui, donc on reverra un peu plus tard. Donc je sautais un peu plus tard dans le show. Effectivement, on confirmera que enfin, Carmelo Hayes viendra voir Nick Aldis pour lui demander d'avoir le shot, mais notre ami Aldis lui dira qu'il préfère s'enquérir de la santé d'AJ Styles d'abord avant de confirmer le match, mais bon, nul doute qu'on aura droit à cette opposition pour le titre US. Bon, après, on va finir avec LA Knight, on va directement passer à un sujet à peu près proche des Knight puisqu'on va parler de poubelle, puisque nous avons droit à un match, une stipulation exceptionnelle, puisque nous avons droit à un dumpster match qui va opposer Michin à Chelsea Green. Voilà. Ça avait été annoncé depuis quelques semaines. A priori, pourquoi ce match-là? Bah, ils ont dû se taper avec des poubelles, et donc du coup, hop, on a décidé de cette stipulation. Néanmoins, ben, le règle, en fait, c'est un peu les mêmes règles que pour un match du cercueil, en fait. Le but, c'est de faire tomber l'adversaire dans une benne et de refermer la benne, bien entendu, pour valider la fin du match. Sinon, le reste se passe plutôt dans un mode un peu Extreme Rules. D'ailleurs, on voit Michin qui arrive dans le ring
avec tout le matos, une poubelle pleine, des kendo sticks et tout team. Parce que bien sûr, quand je sors des poubelles, moi j'ai toujours un kendo stick pour moi hein, à côté, hein, ça peut toujours servir. Et puis qui complétera tout cet attirail en allant chercher d'autres saloperies sous le ring, alors un plateau, un machin, enfin bref, tout l'attirail habituel du match Extreme Rules. Chelsea, elle, est habillée avec une tenue mi-poubelle, enfin elle a adapté en fait sa tenue habituelle avec un mode poubelle, puisqu'en fait comment s'appelle ça, sa traîne de mariée a été remplacée par un sac poubelle. Donc le match finalement se lance. On va avoir quelques spots sympas avec les objets, hein, comme d'habitude. Michin va être la première à tomber dans la benne, mais va empêcher la fermeture par Chelsea, et puis va l'enchaîner à coups de sac poubelle en fait, qu'elle va sortir depuis la poubelle pour fracasser notre ami Chelsea Green. Ça c'était plutôt sympa. Euh, j'arrive plus. Michin fait un hit defeat, puis un splash sur Chelsea, alors que cette dernière est à l'intérieur d'une poubelle. Voilà. Et donc du coup, Michin s'apprête à massacrer Chelsea en mettant une table à travers la benne. Donc je sais pas si vous voyez, à mes peuples de ketchup, en fait la table est à travers la benne, ce qui fait que du coup, pour passer l'adversaire dans la benne, on est obligé de passer à travers la table. Mais le temps de faire toute cette préparation, elle se fait attaquer par notre ami Piper Niven, qui elle aussi a une tenue. Alors c'est marrant parce elle a la tenue de l'éboueuse, mais par contre elle a un chapeau de country, puisqu'on est quand même dans le Tennessee. C'était une belle tenue. Ils étaient bien habillés là. Ils ont fait des efforts. Mais Piper finalement nous fait sa fameuse rouler boulet directement dans la benne, et ça somme toute seule. Ce qui fait que Michin va nous finir le match en nous faisant une jolie powerbomb sautée avec Chelsea Green dans les mains à travers la table, puis en refermant le couvercle qui se rouvrira de la benne avec une Chelsea qui sera bien dégoûtante, avec tous des trucs qui lui coulent dessus. C'était bien dégoûtant. Et puis on reverra pareil hein, un peu plus tard dans les vestiaires, une Chelsea Green qui se balade, et le peuple de ketchup, tout le peuple de SmackDown qui l'évite, toutes les tag teams en fait, qui la pointent du doigt, toutes les tag teams heel en plus, qui la pointent du doigt en disant Chelsea, tu pues. Voilà pour ce match de 10 minutes 34. Eh bien, Letty, ton avis, est-ce que ce match puait pour toi d'ailleurs? Bah écoute, je savais pas trop à quoi m'attendre, et finalement, je dois avouer que j'ai plutôt bien apprécié ce match. Ça fait toujours plaisir de voir Chelsea dans un ring. Michin, je trouve qu'elle est toujours beaucoup plus intéressante dans des matchs un petit peu à stipulation, comme ça où il y a des objets, des trucs comme ça. Je trouve que, enfin, ça colle mieux à son personnage qu'un simple 1 contre 1. Il y a eu quand même pas mal de spots qui étaient pas spectaculaires, mais qui étaient en tout cas intéressants. La petite intervention forcément de Piper, mais ça on s'y attendait forcément. Et voilà, une petite victoire pour Michin, ça fait pas de mal. Chelsea toujours dans le côté un petit peu voilà, comedy wrestling, avec la petite séquence dont tu as parlé en backstage un peu plus tard. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, c'était pas le match de l'année, mais en tout cas j'ai bien apprécié ce match. Oui, je suis un peu comme toi. Alors, un truc qui m'a un peu embêté, c'est que le public était pas du tout dedans au début. Ça Mm. bourdonnait sévère. C'est un peu dommage, hein, c'est ces petites sautes en fait du public qui est super chaud pour certains trucs, et puis par contre pour d'autres est totalement silencieux. Et là, les filles ont dû quand même pas mal manœuvrer pour essayer de rattraper ce public. Et effectivement, les spots assez spectaculaires, notamment tout ce qui se passe autour de la benne, auront permis comme de réveiller pas mal le public. C'est vrai que Michin, en fait, avec son personnage un peu, comment on pourrait appeler ça, la racaille, voilà, ou la badass des rues, voilà, si on peut dire ça plus poliment. Mais bon, ça lui va bien finalement de se balader avec des tendo sticks et des armes en tout genre. Et donc du coup, et Chelsea, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y avait comme un seul intérêt à ce match, c'était que Chelsea finisse totalement humilié, totalement dégueulasse. C'est le classique de la WWE. Pour le coup,
Je me plains souvent que les classiques de la WWE disparaissent. Celui-là au moins a été maintenu et je pense que c'est indispensable. Une petite humiliation crado, ça fait toujours bien plaisir. Et puis on leur souhaite le meilleur à ces jeunes femmes après ce match et en espérant que le public y porte un peu plus d'intérêt. Et du coup on va rester dans les femmes puisque on a quand même un long segment puisque on a eu ce match de 10 minutes et derrière on enchaîne directement par tout ce qui va se tourner autour de la ceinture suprême féminine qui est détenue par Nia Jax avec notamment un petit segment coulisses en fait où on apprend que Naomi sera ajoutée à la team qui va hoster Bad Blood puisqu'il y avait déjà une team la team des championnes donc de Raw donc Bianca Belair et comment elle s'appelle l'autre dame Jade Cargill. Jade Carglass voilà et du coup elles seront trois il y a une quatrième qui arrive donc c'est Bayley qui vient les rejoindre et là bien sûr là c'est tout de suite douche froide. Ouh là là, attention, hey girl, tu n'es pas du tout dans notre style et tout. Et puis bref, Naomi dit non mais c'est bon, c'est ma copine, c'est ma cops. Du coup, vous pouvez partir les filles, on se verra samedi. Bisous bisous. Bref, donc Bayley vient encourager Naomi avant son match puisque Naomi aura un match contre Tiffany un peu plus tard. Et aussi lui annoncer qu'elle va call out Nia Jax avant son match de championnat prévu ce week-end à Bad Blood. Bayley call out donc Nia Jax qui débarque accompagnée de Tiffany. Bayley nous sort un grand discours sur l'histoire de la ceinture, sur les femmes qu'elle a aimées, qu'elle a respectées, etc. À un moment, je ne me souviens plus la transition, mais bon, bref, elle finit par dire à Tiffany, attention, parce que quand même, tu pourrais faire un cash-in sur Naya, je te connais. Et en plus, ça serait ta chance de prendre le titre, parce que t'es pas capable de le prendre que sans ça. Et là, Tiffany, elle se vexe. Elle dit, oh non, c'est pas vrai. D'abord, franchement, tu dis que j'ai besoin de la mallette pour prendre le titre. Eh ben, c'est même pas vrai. D'abord, je pourrais battre Nia Jax sans mallette et tout. Je suis tout à fait capable. Tu te trompes, Pam. Ouais, parce qu'elle appelle Bayley Pam. Elle s'est un peu emmêlée les pinceaux, notre amie Tiffy. Et puis du coup, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, parce qu'elle voit les grands yeux de Nia Jax qui s'ouvrent en disant oula, mais qu'est-ce que tu racontes, ma copine. Et puis elle se reprend en disant que Bayley doit se soumettre à Nia Jax, ce qui finalement ne se fait pas puisque Bayley attaque ces deux femmes. Elle finit par récupérer la mallette et assommer Nia Jax avec avant de fuir le ring. Et donc on se retrouve avec une scène où il y a Tiffany qui se réveille et récupère sa mallette et se tourne et voit Nia Jax allongée au sol, tandis qu'une arbitre montre sur le ring. Ah, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est le cash-in tant attendu? Mais finalement, pas de cash-in de la part de Tiffany et Nia Jax sort tout doucement du ring en regardant bien Tiffany, en s'assurant qu'elle va pas lui faire un coup de Trafalgar. L'arbitre en fait était là pourquoi? Mais parce que il y avait tout simplement le match à venir entre Naomi et Tiffany. Est-ce que tu as cru au cash-in, Letty? Non, j'ai pas cru plus que ça, mais j'ai trouvé que c'était une séquence qui était vachement intéressante au niveau du storytelling, surtout pour Bad Blood, puisqu'on continue avec une Nia Jax qui se pense la force indomptable, qui pense être au-dessus de tout le monde et qui a peut-être raison de le penser, j'en sais rien. Mais avec tout le côté, Tiffany avec sa mallette, on hésite, et puis les petits pics de Bayley, tu pourras pas y arriver, tu la battras pas sans ta mallette et tout ça. Forcément, c'est normal, ça pique un petit peu de Tiffany qui comme tu l'as dit, essaye de se mettre un peu en avant. Bien sûr que si, pourquoi je pourrais pas la battre? Forcément, avec Naya qui la menace et tout ça derrière, avec quand même la petite phrase, tu ferais bien de t'occuper plutôt du match de Liv Morgan pour faire un cash-in auquel tu survivras. Bon, j'ai trouvé que c'était plutôt bien placé dans le contexte. C'est vrai qu'il y aura cette phrase-là qui sera prononcée par Nia Jax, mais un petit peu avant, nous avons déjà le match entre Naomi et Tiffany Stratton, un petit match de 10 minutes 38,
qui va se conclure, alors qui va être très athlétique, hein, j'ai trouvé. On voit vraiment que les deux jeunes femmes ont beaucoup de gaz, elles bougent bien, et alors le public là pour le coup marche et était bien chaud. Et on a notamment un Tiffany qui va contrer un facebuster de Naomi et le retourner va ratterrir sur ses mains, se projeter en arrière et refaire un double coup de pied. Donc c'était très spectaculaire, mais néanmoins ce match athlétique où on voulait protéger, je pense, les deux jeunes femmes, va se conclure par un roll-up de Naomi sur Tiffany, qui effectivement sera menacée dans la foulée par Nia Jax en lui disant qui va lui demander même de jurer de ne pas cacher sur elle et de bien regarder le match de Liv, comme tu dis, pour survivre à un éventuel cash-in. Une Tiffany donc sur qui on monte la pression d'un point de vue de tentation de cacher, avec en plus une Nia Jax qui est bien méchante avec elle, et en plus qui perd ses matchs. Donc ça, généralement, quand tu as une mallette et que tu commences à enquiller les défaites, c'est que ton cash-in se rapproche quand même. Mais bon, donc voilà, donc en tout cas, match sympathique entre Naomi et Tiffany. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Letty. Non, bah, je suis plutôt d'accord. C'était un match qui était assez impressionnant niveau athlétique. Et puis oui, ben voilà, ça continue un petit peu comme ça, un petit roll-up, comme tu dis, pour protéger à la fois les deux, pour qu'il n'y ait pas une perdante voilà, définitive, on va dire, voilà, sur un gros mouvement. Donc non, c'était plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est le main event, parce que oui, peuple de catch-up, à l'issue de ces 3 matchs de quasi 10 minutes, eh bien, on est déjà au main event qui se lance directement. Alors là, ça n'aura pas arrêté. Donc, il y aura les petits segments backstage que j'évoquais tout à l'heure sur les petites discussions, mais qui finalement poursuivaient les matchs qu'on avait eu à l'écran. Il n'y aura pas eu de mémoire de segments backstage sur autre chose que ce qu'on a vu en match. Et donc, on arrive directement sur le main event avec les ceintures qui sont accrochées bien haut, la Bloodline dans son entièreté qui accompagne la team Tamaloa et Tafatonga, ou Tongaloa et Tamaloa, bref, les deux champions qui rentrent en premier, bientôt suivi de DIY, puis des Street Profits. Tout le monde est très très chaud. On va avoir un match de 17 minutes, 18 minutes 37 plutôt. Donc bien long, malheureusement, et je reviendrai plus tard, un match qui était entrecoupé de pages de pub, ce qui fait qu'en fait on a un démarrage où on voit les équipes face sauter sur la bloodline, sur Tamatonga et Tongaloa, voilà, je vais réussir à le dire normalement. Ensuite, quelques pages de pub où il se passe pas grand chose, et puis on revient finalement pour la séquence finale avec l'ensemble des spots un peu spectaculaires, notamment avec des échelles. Le spot finalement le plus spectaculaire, ça va être l'élimination de la Bloodline par les équipes face, puisque on a d'abord, alors que je dise pas de bêtises, Tonga Loa qui se fait passer à travers une échelle qui était posée, ou une table, je sais plus, une table peut-être, qui était posée Je crois, ouais. ringside avec un plongeon de Montesford. En fait, le DIY maintient finalement Tonga Loa, tandis que Montesford fait le splash à travers la table. Et ensuite, alors que Tamatonga débarque pour venger son frère, cousin, frère, bref, son coéquipier, eh bien c'est Dawkins qui va le soulever, puis ils vont faire une espèce de powerbomb un peu à la Shield à travers la table des commentateurs, éliminant ainsi la Bloodline du match. Donc du coup, on se retrouve avec plus que 2 équipes pour la victoire. Les 2 équipes montent sur l'échelle qui était placée sous les ceintures, donc avec de chaque côté de l'échelle un membre de chaque équipe finalement qui se tape dessus, qui se tape dessus, qui se tape dessus pour la victoire. Pour la victoire, bah non, ils se tapent trop dessus, et donc du coup ça laisse quand même le temps à la Bloodline de se réveiller, et notamment à Tongaloa qui va du coup remonter sur le ring, faire tomber les équipes des échelles, puis aller chercher les ceintures alors que son coéquipier Tamatonga tient l'échelle. Et donc une victoire clean de la Bloodline en main event de ce show.
Bloodline les deux membres de la Bloodline seront rejoints par leurs deux autres compères pour fêter ça en mode la mafia a encore gagné. Et puis voilà, fin de l'épisode directement. Letty, qu'as-tu pensé de ce main event et est-ce que ça signifie quelque chose pour toi avant ce Bad Blood? Alors, je sais pas si ça signifie grand-chose par rapport à Bad Blood, mais en tout cas, c'était effectivement une victoire clean. Tu fais bien de le souligner parce qu'avec la Bloodline, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Donc voilà, c'est au moins quelque chose qui va en leur sens. Le match, comme tu l'as dit, qui était quand même plutôt pas mal avec des gros spots, pas mal entrecoupés. C'est vrai que j'ai eu un peu l'impression de manquer beaucoup de morceaux en fait, de manquer beaucoup d'action. Mais bon, c'était quand même pas mal. Après voilà, le petit spot classique des deux équipes qui se tapent sur la tronche sur les échelles pour laisser le temps aux autres de se réveiller. Bon bah c'était plus ou moins couru d'avance, mais c'était pas mal. Et puis c'est quand même un gros main event qui donne un petit peu le goût du week-end, de la soirée à venir. Donc Et alors tiens, voilà. petite question, la question qui fâche, est-ce que ce match-là n'aurait pas dû être en PLE plutôt que en main event de SmackDown? Ah mais ça c'est toute la question. Il y en a quand même pas mal qui auraient mérité. Autant celui-ci que le main event de Raw auraient, à mon sens en tout cas, mérité leur place à Bad Blood. Parce que le Last Monster Standing était quand même excellent. Donc, et bon, c'est toujours on en parlait, on en parle depuis quelques temps. C'est toujours le petit souci entre guillemets des PLE à 5 matchs, c'est que la carte elle est très vite remplie quoi. Il y a Ouais, pas, ouais. il y a pas de place pour tout le monde. Et puis c'est le choix aussi éditorial, on va dire, de lisser finalement les PLE sur l'ensemble du week-end, donc avec le SmackDown d'avant, le Raw d'après. Moi, alors bon, vous connaissez mon côté ronchon, je n'aime pas cette façon de faire. J'aime bien avoir un épisode que les shows télé soient des shows télé, que les shows pay-per-view soient des shows pay-per-view, ou PLE, comme vous voulez. Et là, du coup, on a un entre-deux qui me dérange un peu. Effectivement, moi, je suis un peu déçu en fait de ne pas avoir pu goûter la totalité de ce match-là. Surtout que finalement, c'est un vrai match de PLE dans le sens où on l'a dit, il se finit clean. Il y a pas il y a rien derrière, hein, ça se terminé. Il n'y a pas d'interaction avec quoi que ce soit que d'autres de l'histoire en fait. Donc c'est un vrai joli match, mais qui du coup se suffisait à lui-même. Et les vrais jolis matchs qui se suffisaient à eux-mêmes, pour moi, c'est des matchs de PLE, c'est pas des matchs de weekly qui pour le coup sont censés quand même raconter une histoire. Mais bon, j'en reviendrai sur mon mot de la fin. Euh, voilà, c'est le mot de la fin d'ailleurs. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Il y a eu toute une série de dark matchs, mais bon, je ne vais pas vous les dire pour pas vous spoiler des éventuelles rivalités à venir. Et ben du coup, vu que c'est le mot de la fin, Letty, ça va être le moment pour toi de me donner ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown pré-Bad Blood. Eh bien, écoute, mon top, je vais le donner à la division féminine. Ah, Parce qu'en fait, ce show, c'était quand même censé, enfin, c'est pas censé, c'est le Go Home Show de Bad Blood. Il n'y a pas eu grand-chose en lien direct avec Bad Blood, mis à part toute la séquence justement avec Nia, Tiffany, Bayley. Donc déjà rien que pour ça, voilà, ils ont quand même eu deux bons matchs, que ce soit Chelsea et Michin ou Naomi et Tiffany. Elles ont tenu quand même, à part, on va dire une bonne heure de show, rien que sur la division féminine. Donc c'est assez rare pour être souligné. Du coup, elles auront mon top cette semaine. Mon flop, alors en général, j'aime pas trop le donner aux absents, mais je vais quand même le donner à l'absence de Cody, de Roman, enfin de quelqu'un qui puisse hyper encore un petit peu plus les matchs de Bad Blood, puisque là, on se retrouve quand même avec la Bloodline qui termine un match clean. Les deux autres qui viennent, comme tu l'as dit, style mafia, voilà, on a gagné, on est les plus forts, et il y a rien. En fait, il se passe rien. Il y a même pas une petite intervention, que ce soit même en vidéo ou quoi. Il y a rien qui vient nous rappeler de n'oubliez pas les gars, voilà, on se bat quand même demain. Peut-être que vous serez pas aussi forts.
voilà, je trouve qu'il a manqué un petit truc par rapport à ça. Et ma note, alors sur un show normal, on va dire un SmackDown classique, j'aurais été peut-être un peu plus haut, mais c'est quand même un Go Home Show et comme dit, à part Naya, j'ai pas senti grand-chose en lien avec ça, donc je vais me limiter quand même à 3,25, qui est quand même une bonne note, hein. Mais voilà, une semaine classique, j'aurais pu aller sur un 3,75, mais donc là, je me laisse à 3,25, c'est très bien. Et c'est très bien parce que, alors c'est très bien, mais c'est très mal. Mais tu m'as piqué exactement 99% de mes arguments, donc je vais faire beaucoup de Pardon. redis. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Tu vois, on se demandait si on allait être d'accord ou pas sur ce show, mais je suis à 100% d'accord avec toi. Je vais être plus violent avec toi sur la note puisque moi je vais descendre à 2,75 puisque bah, c'est un go-home show qui ne fait pas le taf en grande majorité, qui le fait sur les filles. Donc je vais te rejoindre et genre je vais zoomer un peu plus que toi. Je vais zoomer sur la partie ceinture féminine en top. Puisqu'effectivement le travail a été très bien fait avec toutes les voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé les enjeux, ils ont rappelé les risques avec Tiffany qui tourne autour de la mallette, Tiffany qu'on a bien vu dans ce show-là, les tensions entre Nia Jax et Tiffany. Là, c'est un sans faute en fait hein, sur un building de pay-per-view. Donc bravo à cette rivalité et bravo aux femmes qui ont plutôt assuré chacune leur partition. Et le flop, eh ben, c'est drôle parce que j'avais prévu de donner les mêmes que toi, c'est-à-dire Cody et Roman. Et je me dis, bon, on va encore dire que je suis un méchant qui tabasse Cody. Mais merde, qu'est-ce qu'il fout il se pointe pas. Alors, je pense qu'il était certainement en train de faire tourner des films ou faire de la promo ou faire ci ou faire ça. Mais nous, on s'en fout. Nous, on regarde le show télé et on aimerait bien le voir à la télé, Cody Rhodes de temps en temps et ainsi que Roman Reigns. Et alors, si je changeais un peu ton flop, je vais rajouter peut-être Kevin Owens et Randy Orton qui n'étaient pas là non plus. Donc l'image de fin, c'est la Bloodline qui est dominante. Mais dominante pourquoi? Parce qu'il y a personne ne s'est pointé à ce SmackDown et ça m'a laissé un goût de sous chaud en fait, de dire bah oula non, les gars ils sont partis à Atlanta là. Là on est où? On n'est pas à Memphis, on est à Nashville plutôt. Nashville. On est à Nashville. Les autres ils ont pas fait l'effort de se déplacer. Alors, sans spoiler, certains s'étaient déplacés quand même puisqu'ils ont fait un dark match, mais ils ont quand même pas fait l'effort d'être là à l'écran. Et donc voilà, donc flop pour tous les main eventers hommes qui n'ont pas fait l'effort de se déplacer, là où par contre l'ensemble du main event femme avait fait l'effort pour bien construire la rivalité. Donc vraiment vraiment gros carton rouge. Voilà, je change mon flop, ça sera flop sur le main event masculin qui n'a pas du tout assuré. Et puis là, j'ai donné donc 215, donc ouais, un peu déçu hein, de ce SmackDown parce qu'il y avait des ingrédients, mais ils ont été fort mal utilisés. Et puis, comme je dis, hein, ça donne pas vraiment envie de voir le Bad Blood. Et est-ce que ça donne envie de voir l'épisode suivant? Bah, la question c'est quoi? C'est est-ce que Jesse a mal à la cheville? C'est un peu léger, quoi. Bref, allez. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette review. Vous pouvez nous retrouver comme d'hab sur l'ensemble des réseaux sociaux, des canaux de diffusion type podcast à travers Ocha, des canaux de musique vidéo type YouTube où vous pourrez nous laisser des commentaires très avisés, j'en suis certain. Vous pouvez aussi débattre avec nous, avec grand plaisir, sur le Discord de Catch-Up, dont vous trouverez l'adresse en lien de la description. Et vous pourrez aussi participer au concours de prono. Malheureusement pas Bad Blood hein, puisque bah on enregistre spoiler après la diffusion du PLE. Donc du coup c'est mort pour cette fois-ci, mais vous pourrez nous rejoindre pour les prochains PLE. Voilà. Bah du coup il me reste plus qu'à te remercier Letty pour cette grande émission que nous avons enregistrée ensemble. Ben, merci à toi pour cette grande présentation. Et ben voilà, bienvenue chez les grands. Et puis il nous reste aussi du coup à vous souhaiter à tous une semaine pleine de catch. Je crois que c'est ça la formule. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Salut à tous. Bah voilà,
voilà, c'est tellement rien passé que j'ai même pas une idée de post-show comme phrase. C'est Moi triste, non hein. plus. Oh là là,